Salut à tous et bienvenue sur Abysseur. Aujourd'hui, on part ensemble pour une histoire franchement hors du commun. Un groupe de 6 spéléologues chevronnés s'est lancé dans l'exploration d'une grotte assez particulière aux États-Unis. Au début, rien d'inattendu, tout se déroulait comme d'habitude pour des gens aussi habitués à ce genre d'environnement. Mais pour l'un d'eux, un simple faux pas, une petite erreur d'inattention, allait transformer cette aventure souterraine en un véritable cauchemar. On est samedi soir, tard dans la nuit du 1er octobre 1983. Un groupe de 6 explorateurs de grottes expérimentés décide de s'enfoncer dans les profondeurs de la grotte de Dribelbis, située non loin de la paisible ville de Cudstone dans le comté de Berks, en Pennsylvanie. Ce n'étaient pas des amateurs, bien au contraire. Tous avaient des années d'expérience en spéléologie et connaissaient déjà très bien cette grotte pour l'avoir explorée à plusieurs reprises sans jamais rencontrer de soucis. Pendant plusieurs heures, ils ont parcouru les tunnels souterrains, progressant toujours plus loin sous terre. Tout semblait sous contrôle jusqu'à ce que, vers 2 heures du matin, ils décident qu'il était temps de remonter à la surface. La remontée commence et Robert Scott, 36 ans, se trouve en dernier dans la file. Il était à environ 23 mètres de la sortie, engagé dans un passage vertical qui ne posait, à première vue, aucun problème. Il était le 3e à passer par là, 2 de ses camarades étant déjà passés sans encombre. Ce passage, c'était une fissure creusée dans la roche, haute d'environ 24 mètres dont est large, en moyenne, de 30 cm. Mais comme souvent sous terre, les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles en ont l'air. À mi-chemin, la fissure se rétrécit brutalement, passant à peine entre 17 et 20 cm, avant de s'élargir un peu plus bas. C'est à ce moment-là que tout a basculé. En tentant de franchir cette section plus étroite, Scott a glissé brusquement. Sa main a perdu l'adhérence sur la surface humide de la roche. Dans les grottes, les parois sont souvent recouvertes d'un mélange de boue et de condensation, rendant tout extrêmement glissant. En un instant, il a perdu l'équilibre et s'est retrouvé coincé précisément dans la partie la plus étroite de la faille. À partir de cet instant, la vie de Robert Scott a basculé. Il était totalement coincé, de côté, son corps comprimé entre les parois rocheuses. L'espace était si étroit et lisse qu'il n'avait aucun point d'appui pour tenter de se dégager. Les mêmes formations naturelles qui avaient démodelé cette grotte pendant des millénaires avaient créé, sans le vouloir, un piège parfait. Ses compagnons ont vite compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Même avec toute leur expérience, cette situation sortait de l'ordinaire. Ils ont essayé toutes les méthodes possibles avec les moyens qu'ils avaient, mais rien n'y faisait. La grotte semblait retenir Scott avec une force impitoyable, impossible à contrer. Vers 9 heures du matin, après 8 heures de tentatives infructueuses, ils ont dû prendre une décision douloureuse. Le laisser sur place et remonter chercher de l'aide. Ceux qui se trouvaient au-dessus de Scott ont emprunté une autre sortie de la grotte et retrouvé les 2 membres du groupe qui étaient déjà sortis plus tôt. Très vite, l'alerte a été donnée auprès des services de secours de la région. Des pompiers volontaires de 4 casernes différentes ont été dépêchés sur place, équipés et motivés. Mais les grottes, c'est un tout autre monde, étroite, sombre, imprévisible. La majorité des secouristes n'avaient jamais été confrontés à un tel contexte. Et très rapidement, ils ont compris que ce ne serait pas un simple sauvetage. Scott était bloqué dans une zone profonde et exiguë, difficile d'accès, où même se faufiler relevait de l'exploit, sans parler d'y manœuvrer correctement. Vers 9 heures du matin, après 8 heures de tentatives infructueuses, ils ont dû prendre une décision douloureuse. Le laisser sur place et remonter chercher de l'aide. Ceux qui se trouvaient au-dessus de Scott ont emprunté une autre sortie de la grotte et retrouvé les 2 membres du groupe qui étaient déjà sortis plus tôt. Très vite, l'alerte a été donnée auprès des services de secours de la région. Des pompiers volontaires de 4 casernes différentes ont été dépêchés sur place, équipés et motivés. Mais les grottes, c'est un tout autre monde, étroite, sombre, imprévisible. La majorité des secouristes n'avaient jamais été confrontés à un tel contexte. Et très rapidement, ils ont compris que ce ne serait pas un simple sauvetage. Scott était bloqué dans une zone profonde et exiguë, difficile d'accès, où même se faufiler relevait de l'exploit, sans parler d'y manœuvrer correctement. Techniquement, le sauvetage était extrêmement complexe. Les experts ont fait passer une corde au-dessus du tunnel où se trouvait Scott, ont fixé des harnais autour de son corps et tenté de le hisser vers le haut. Mais chaque fois qu'il faisait un peu de progrès,
Ils se mettaient à se débattre violemment, annulant les efforts et aggravant la situation. Sachant que l'opération allait durer, ils ont mis en place une véritable base de soutien. Des capteurs surveillaient en continu ses signes vitaux. Maintenir sa température corporelle était une priorité. À l'intérieur de la grotte, la température oscillait entre 10 et 15 degrés, ce qui peut provoquer une hypothermie après plusieurs heures. Malgré tout, il arrivait encore à boire et manger. Les secouristes lui ont même donné du café, du bouillon, des hot dogs et des donuts. Cela prouvait qu'il avait encore de l'énergie et que son corps résistait. Les médecins ont envisagé de le sédater, pensant que ce serait peut-être le seul moyen de l'extraire sans danger. S'il cessait de se débattre, ils auraient peut-être une vraie chance. Mais les responsables médicaux ont refusé d'approuver l'usage de tranquillisants. Une décision qui restera l'un des points les plus controversés du sauvetage. Cherchant une autre solution, l'équipe a même tenté une première. Établir une ligne téléphonique jusqu'en Californie pour joindre un médecin spéléologue. L'idée, c'était qu'ils comprennent mieux le contexte et acceptent d'autoriser la sédation. Lundi matin, cela faisait maintenant plus de 24 heures que Scott était coincé. Vers 7 heures, alors qu'il entrait dans une nouvelle crise, criant sur les sauveteurs, tout s'est arrêté. Les capteurs ont cessé d'afficher des signes vitaux. Plus de battements de cœur, plus de respiration. Il avait perdu connaissance, épuisé par un stress extrême. Les secours ont immédiatement réagi. Ils lui ont administré de l'oxygène et injecté des fluides chauffés en intraveineuse. Mais rien n'y faisait. Après 29 heures passées dans cette position, son corps avait atteint ses limites. Avec Scott inconscient et insensible, ils ont décidé d'utiliser ce qu'ils ont appelé des méthodes d'extraction douloureuse. Comme il ne ressentait plus la douleur, il n'y avait plus de raison d'y aller doucement. Le but était désormais de le sortir à tout prix. À l'aide des harnais et de la corde, ils ont commencé à le tirer vers le haut, à travers l'étroiture. Ce fut un processus brutal qui aurait été insupportable s'il avait été encore conscient. Mais à ce stade, c'était la seule option restante. À 12h25, lundi 3 octobre, Robert Scott fut enfin extrait de la faille dans laquelle il était resté prisonnier plus de 30 heures. L'équipe est intervenue rapidement, espérant qu'il était en état d'hypothermie profonde, une condition rare mais parfois réversible. Mais ce miracle n'a pas eu lieu. Peu après avoir été sorti, Robert E. Scott a été déclaré mort. Cet homme de 36 ans, venu pour une exploration parmi tant d'autres, est devenu malgré lui le centre d'un des sauvetages les plus tragiques de l'histoire de la spéléologie en Pennsylvanie. Le rapport du médecin légiste a révélé la cause exacte, une insuffisance cardiaque congestive causée par un état de choc irréversible. En d'autres termes, un arrêt cardiaque provoqué par le stress extrême et la pression constante sur sa poitrine pendant près de 30 heures. Le froid, la peur et la compression physique avaient tout simplement eu raison de lui. Le rapport a également confirmé que son épilepsie n'avait pas joué de rôle direct dans sa mort. Si cette histoire vous a intrigué, attendez de voir celle qui s'affiche à l'écran en ce moment. Elle commence aussi comme une simple aventure, mais se termine bien plus mal encore. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et de vous abonner si ce genre de contenu vous plaît, ça m'aide énormément. Merci du fond du cœur à tous ceux qui suivent la chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.